Tout d'abord, merci à vous de nous accorder un peu de temps. On va passer donc 45 minutes pour vous présenter un truc qu'on aime beaucoup, qui s'appelle les OKR, les Objective Key Results. Et on va surtout vous expliquer comment ce petit outil, finalement pas compliqué, peut être un très très bon outil d'alignement pour passer en gros de la stratégie d'entreprise, montrer l'articulation avec la partie produit, et vous indiquer aussi comment on peut redescendre ça sous forme d'objectifs d'équipe, de façon à avoir en fait un alignement cohérent sur toute l'organisation. Bon. Ça marche mieux comme ça. Tout d'abord, le mot traditionnel de remerciement aux sponsors, sans lesquels tout simplement Agile Pays Basque n'aurait pas lieu. Donc je passe rapidement sur la liste. On va commencer par une toute petite présentation. Donc moi je suis Anne Gabriag, je suis une ancienne développeuse, une ancienne chef de projet IT, j'ai connu du cycle en V longtemps et j'ai découvert Scrum en 2008, donc maintenant ça fait un peu plus de 10 ans et du coup j'ai fait officiellement la moitié de ma carrière en mode agile. Aujourd'hui donc je suis coach agile dans une petite société de services qui s'appelle Ipon, qui est présente notamment sur Toulouse et Bordeaux. Je suis très joueuse, j'aime beaucoup les serious games, j'en utilise notamment dans ma pratique d'accompagnement et compagnie. Et j'ai participé notamment à la création d'un serious game dédié à l'initiation à Kanban, qui existe en version open source. Et alors, petit disclaimer, j'ai une version avec moi demain, donc je peux aussi vous montrer le jeu demain pendant l'open space. Je suis aussi active dans la communauté agile, donc en tant qu'oratrice, comme aujourd'hui, mais aussi comme membre d'équipe d'organisation de conférences, le Scrum Day, des fins Scrum Day. Et depuis quelques années, je m'occupe d'une conférence qui s'est appelée longtemps Lean Kanban France et qui s'appelle maintenant Flocon, Paris, début décembre. Merci. Donc je suis Tiffany Vinet. Alors j'ai un parcours un petit peu différent. Moi je suis de formation photographe et j'ai fait mes études non loin d'ici à Orthez. Et du coup quand je suis arrivée sur le marché du travail dans les années 2000, la photographie argentique que j'avais appris, il n'y avait plus d'emploi, on était déjà passé en digital. Donc je suis très vite tombée dans le milieu du digital par rapport aux médias numériques. Je me suis formée à toute la chaîne graphique et numérique en 2005 à l'école des Gobelins. Et je suis à la suite de ça rentrée chez Vente Privée, qui était encore à l'époque une toute petite start-up, on était une cinquantaine. Et donc j'ai eu l'occasion, de voir grandir la structure et en 2011 de devenir responsable produit de toute la partie applicative de la post-production. Donc que ce soit pour la gestion du flux des médias ou pour la gestion de la planification de l'activité de production. En 2017, j'ai souhaité développer mon expertise produit et j'ai rejoint Ipon. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les entreprises et product managers et product owners à développer soit leur stratégie produit, soit leur vision produit, ou à développer leur product ownership. Et donc, les OKR, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Et de ce fait, on souhaitait vous présenter les deux aspects, l'aspect équipe et l'aspect produit. Alors, je vais donc vous présenter le sommaire. On va adresser 8 points cet après-midi. On a énormément de choses à vous partager et on espérera qu'à la fin, vous serez tout aussi emballés que nous par ce support. Alors tout d'abord, les origines. Donc les OKR ont été créés par Andy Grove dans les années 70 chez Intel. Et lui, sa philosophie, c'était qu'il voulait aider les gens à s'aider eux-mêmes, donc rendre les gens autonomes finalement dans leur manière de travailler, tout en faisant en sorte qu'ils contribuent au développement de l'entreprise. Il a permis de démultiplier le chiffre d'affaires de Intel et ça se compte en billions de dollars. Donc il a éprouvé sa méthode. Il a travaillé à ce moment-là chez Intel avec une personne qui s'appelle John Doerr et qui lui a écrit un livre il y a quelques années. Et John Doerr a repris le concept et il l'a présenté aux fondateurs de Google afin de leur permettre de développer Google sous le format des OKR. Aujourd'hui, ça fait près de 20 ans que Google utilise cette méthodologie pour aligner l'ensemble de l'entreprise sur la stratégie qu'elle souhaite mener. Désormais, on a des entreprises qui utilisent les OKR autant pour leur construction de produits que pour leur alignement d'entreprise, d'équipe. Et cette méthode est utilisée à travers le monde sur là, on a mis les marques les plus connues de produits aujourd'hui, mais elle est vraiment très populaire à l'international. Et puis, on souhaite que demain, vous aussi, vous l'utilisiez au sein de vos entreprises, de vos produits, de vos équipes. Alors,
On va commencer par vous présenter un certain nombre de définitions, histoire de mettre quelques idées au clair. Tout d'abord, un OKR, c'est tout simplement un acronyme qui comporte 2 concepts. Une notion d'objectif qui correspond vraiment à la direction vers laquelle vous voulez emmener votre entreprise, vos produits, vos équipes. La seconde partie, c'est ce qu'on appelle des key results. Les key results, ce sont des éléments qui sont quantifiables, mesurables. Et c'est vraiment ces éléments-là qui vont vous permettre, via ces mesures prises à intervalles réguliers, de vérifier que vous êtes bien parti dans la direction qui est portée par votre objectif. Il y a une formulation, un mémotechnique, qui permet de garder en fait très simplement cette structure sur les 2 concepts. C'est tout simplement de dire que je souhaite atteindre cet objectif, donc l'objectif, tel que décrit par cette liste de résultats. Ces résultats, c'est des choses extrêmement pragmatiques. Un exemple d'OKR, parce que bon, rien ne vaut un bon exemple. Un bon objectif, par exemple, un bon OKR, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Imaginons, on est une start-up, on a une super idée, on a un produit, on pense qu'il est complètement génial. Et on veut le lancer, et on veut un lancement avec succès. C'est un objectif séduisant. Maintenant, comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint cet objectif? Un lancement avec succès. Qu'est-ce que le succès? Tout simplement, on s'est mis d'accord, on a beaucoup réfléchi entre nous, et pour nous, un succès de lancement, ça va être typiquement 25 commentaires positifs sur le store applicatif qui va bien, dès la fin du premier jour. En gros, nos premiers utilisateurs sont complètement emballés et ils le font savoir. Le second key result qui va permettre de vérifier qu'on est sur un succès, c'est tout simplement que la mention de notre produit est relayée par des blogs professionnels. À savoir pas des gens qu'on a payés pour qu'ils disent du bien de notre produit, je précise. Le troisième, tout simplement, on se dit, voilà, si on atteint 1000 utilisateurs enregistrés à la fin de la première semaine, c'est que clairement notre produit a fait un tabac. La quatrième, tout simplement, c'est qu'on a 25% de ces utilisateurs qui renouvellent. Ils vont au-delà de la zone d'essai. Si on atteint tout ça, alors on a clairement lancé notre produit avec succès. Petit passage sur les objectifs. Qu'est-ce qu'un bon objectif? Vous avez peut-être entendu parler d'objectifs SMART. Si c'est le cas, ça sera un rappel rapide. Si ce n'est pas le cas, ça sera une bonne info. Un objectif SMART, donc un objectif de qualité, c'est quelque chose qui est spécifique. C'est quelque chose qui est mesurable, c'est quelque chose qui est atteignable, c'est quelque chose qui est, en anglais, relevant. En français, le terme est mal traduit. En fait, dans l'anglais, le relevant, c'est à la fois pertinent et atteignable. Et le troisième, c'est que c'est compris dans une période de temps. Ce qu'on va inspecter, c'est vraiment une période de temps figée. Ok, un objectif d'OKR, c'est un objectif SMART, mais pas que. Une bonne analogie, en fait, c'est les étirements. Oui, je sais, ça paraît bizarre dit comme ça. Le principe des étirements, c'est tout simplement d'essayer d'atteindre un endroit a priori hors de votre portée. Vous n'êtes absolument pas souple, enfin en tout cas moi je ne suis absolument pas souple. Clairement, par exemple, toucher facilement la pointe de mes pieds, c'est pas si naturel. Par contre, à force d'étirement, à force d'exercice, ça va être de plus en plus facile pour moi. Et c'est exactement pareil. À force d'étirement, on commence à pouvoir aller un peu plus loin, pas à pas. Ça peut être inconfortable, mais le but c'est de ne pas se faire mal. Ça donne ça, avec beaucoup d'entraînement. Mais beaucoup, je ne vous ferai pas la démo. Un objectif OKR, en fait, c'est un peu la même démarche qui est derrière. À savoir, un objectif OKR, il est ambitieux. C'est clairement pas en conservant votre train-train quotidien que vous allez pouvoir l'atteindre. Il y a du challenge. Il est ambitieux, mais pour autant, il n'est pas inatteignable. Dans le sens où vous savez que si vous faites un effort, puis encore un autre, puis encore un troisième pas, vous allez quand même au moins pouvoir l'effleurer. Et grosso modo, au final, ça va vous emmener quelque part à faire des choses que vous n'aviez pas fait avant, à obtenir des résultats que vous ne pensiez pas forcément atteindre. Donc ça doit être dur à atteindre, mais pas trop. Si la chose vous paraît complètement hors de portée, ça a tendance à décourager et à démotiver, et là, clairement, vous n'allez pas faire l'effort nécessaire. Donc il y a vraiment un équilibre savant à trouver entre les deux. Key result. Key result, en français, résultats clés, ce sont des métriques, donc un ensemble de métriques qui permettent vraiment de mesurer la progression. Sur l'exemple qu'on a vu, c'est bien des éléments chiffrés, extrêmement pragmatiques, des choses qu'on peut constater.
Un OKR, en fait, c'est un objectif associé à une série de key results, de 2 à 5. Tout simplement parce qu'à savoir avoir un seul résultat, ça perd de son sens. Et si vous en avez trop, ça fait trop. On se disperse et du coup, on risque de passer plus de temps à essayer de suivre ces key results plutôt qu'à vraiment garder en tête l'objectif qu'on veut atteindre. Tous ces résultats doivent être quantitatifs et mesurables. D'après vous, est-ce que c'est un key result de qualité? On parle de key result, on ne parle pas d'objectif. Comment est-ce que vous constatez facilement que vous êtes le meilleur éditeur sur un marché? Bof, hein. On est d'accord. Ceci n'est pas un key result. Par contre, ça, 25 commentaires positifs sur l'App Store ou Play Store, comme vous voulez, dès la première semaine, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est valide ça comme key result? Oui, c'est valide. C'est borné dans le temps, c'est mesurable, c'est factuel, c'est pragmatique. Autre petit mémo technique, tout simplement, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de chiffre dans la formulation de votre key result, c'est pas un key result. C'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement une des anciennes vice-présidentes de Google, qui utilise donc l'approche depuis 20 ans. Ils savent un peu de quoi ils parlent. Pour les enjeux, je laisse la parole à ma coéquipière. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous apporte de faire des OKR au sein de l'entreprise? Donc au niveau des enjeux, l'idée c'est vraiment de pouvoir aller vers la mission. Donc de pouvoir répondre à la mission de l'entreprise. Aujourd'hui, quand une entreprise se crée, elle a un but qui nous permet de nous impliquer dans cette entreprise. La mission, on la vise à 3 à 4 ans à peu près. C'est quelque chose qu'on veut atteindre, c'est quelque chose qui va motiver tous les collaborateurs à y aller. Ensuite, ça va permettre aussi une appropriation de toutes les stratégies par l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes de votre entreprise. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de garder un focus. Ensuite, on va avoir la capacité, en tant que collaborateur, comme on comprend la stratégie et qu'on nous l'expose, de savoir comment on va pouvoir y contribuer, comment on va pouvoir, finalement, nous, en tant qu'équipe commerciale, à permettre d'atteindre un développement de marché. Il va falloir qu'on aille contacter X nombre d'entreprises dans le premier trimestre, et puis ensuite, il va falloir qu'on aille faire des démonstrations chez eux, et on va pouvoir, de manière factuelle, poser notre manière de répondre à cette stratégie d'entreprise. Du coup, ça va générer une implication puisque les gens vont se sentir avoir un rôle, avoir une responsabilité dans cette entreprise pour lui permettre d'atteindre sa mission finale. Et enfin, un alignement du pilotage. Si tout le monde essaye de contribuer aux mêmes OKR stratégiques, finalement, tout le monde travaille dans le même sens. Ça permet d'éviter l'éparpillement et la dispersion des gens. Et enfin, du coup, tout le monde a envie de contribuer, que ce soit collectivement ou individuellement, à l'atteinte de cela. Et donc, on va créer finalement une émulsion entre les différentes personnes qui vont travailler sur le même OKR ou sur la même participation à cet OKR. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce résumé-là, donc je l'appelle le TAM. On ne fera pas d'allusion à d'autres systèmes, mais là vraiment c'était une manière mémotechnique de se souvenir des enjeux. On a la notion de transparence. L'idée c'est vraiment que le top management diffuse avec transparence la manière dont ils vont vérifier que leur entreprise elle arrive à atteindre les objectifs ambitieux qu'ils se sont fixés. L'ambition, comme on vous l'a dit avec Anne, l'important c'est que ce soit atteignable, mais que ce soit ambitieux, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait aller si on restait dans notre zone de confort. L'alignement, par le fait de le communiquer à l'ensemble de l'entreprise et que chacun focus sur comment il va contribuer à celui-ci. Et enfin la mesure, on vous l'a dit, un key result qui n'a pas un chiffre, qui n'est pas borné dans un temps, n'est pas un key result. Donc le fait de pouvoir le mesurer, c'est de factuellement pouvoir dire on n'y est pas, et qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action pour changer les choses. Du coup, au niveau de la structuration, voilà comment ça s'organise. Tout d'abord, vous avez la vision stratégique de votre entreprise. Alors, vous inquiétez pas, on va vous fournir toutes les slides après, parce qu'il y a énormément d'éléments. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Sur la vision de l'organisation, chaque année, les différentes personnes qui sont au comité de direction, au comité exécutif, vont se réunir et définir généralement les 3 objectifs stratégiques qui vont être l'idée durant l'année. Sur chacun de ces objectifs stratégiques, on va en découler entre 2 et 5 key results associés. Ça va être notre vision annuelle. Ensuite, ils vont les partager à l'ensemble de leur entreprise. Et là, les collaborateurs de l'entreprise, à partir de ces objectifs stratégiques, vont réfléchir
Ils vont réfléchir sur plusieurs axes à comment eux peuvent décliner les OKR qui vont leur permettre de poser la tactique. Et cette tactique, elle va être faite au trimestre. Parce que finalement, on se rend compte qu'on va pouvoir avoir des ajustements en fonction de nos hypothèses et de nos stratégies de tactique par rapport à l'impact qu'on aura sur les OKR annuels. Si on est dans des entreprises qui sont un petit peu plus grosses et qu'on a une structure avec des directions différentes, avec différents silos aujourd'hui, comment on peut amener à les faire se croiser et à les faire participer différemment? C'est qu'à partir des objectifs stratégiques, les différents directeurs vont travailler avec leurs managers à un premier niveau pour leur direction de tactique. Toujours eux au niveau trimestre par rapport aux objectifs stratégiques sur l'année. Je vais revenir juste après sur la manière dont on construit tout ça concrètement avec les équipes. Une fois que ces objectifs tactiques de direction sont définis, je suis dans le bon sens, voilà. Une fois que l'objectif tactique de direction est fini, la direction va présenter ces éléments-là à ses équipes, à ses différentes teams, et qui chacune d'entre elles vont réfléchir à comment est-ce qu'elles peuvent contribuer et avoir leurs propres OKR à leur niveau. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, la définition d'OKR se fait de manière collaborative et co-construite. Un OKR n'est pas un élément qui se définit au top et est descendu de manière cascade, c'est quelque chose de collaboratif. Les gens vont s'associer ensemble pour voir comment ils peuvent contribuer à la stratégie d'entreprise. Du coup, il va y avoir une prise de conscience des objectifs qui ont été fixés. Alors, en fonction de la grosseur de l'entreprise, il y aura différentes strates, mais on va partir sur la notion de direction. La direction, en tant qu'équipe, me donne la vision qu'ils ont définie sur le prochain trimestre par rapport à nos compétences. Ensuite, en tant qu'équipe, on va identifier les OKR auxquels on peut contribuer par rapport à notre expertise. On va après pouvoir définir nos propres OKR, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait ce que l'on veut impacter, ce que l'on veut adresser, alors nous, ça va être quoi notre propre objectif pour nous permettre d'adresser cet élément-là. Donc, on va devoir se poser plusieurs questions pour arriver à adresser un OKR tactique au niveau de notre équipe. On va se demander comment est-ce qu'on peut contribuer, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec notre élément qui nous permet d'agir sur tel et tel key result. Et ensuite, on va se demander de combien et de comment je vais pouvoir impacter ce key result et quels vont être mes propres key result à mon niveau. Du coup, pour les créer, on va aller chercher soit une partie du key result par an, soit on va monter des hypothèses par rapport à ça. Du coup, ce qui est important pour la conception des key results, et ça je vais vous présenter une méthodologie que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et qui est très intéressante, c'est que tout d'abord on demande à l'ensemble de l'équipe, une fois qu'on a partagé l'OKR par an, de définir de quelle manière ils pensent pouvoir impacter les key results. Chacun va travailler dans son coin finalement et va poser un certain nombre d'éléments. Par exemple, imaginez, vous travaillez dans une entreprise qui tire tout son CA d'un site de e-commerce. Vous êtes dans l'équipe de réalisation, l'équipe technique. Les OKR qu'on va vous redescendre, c'est par exemple le fait d'augmenter, d'avoir un meilleur taux de conversion entre les gens qui arrivent sur le site et les gens qui achètent vraiment. Vous êtes développeur. Les campagnes marketing et compagnie, c'est absolument pas dans votre périmètre. Toujours est-il qu'en tant que développeur, en tant qu'équipe de réalisation, il y a des choses qu'on peut faire qui vont rendre l'acte d'achat plus facile. Par exemple, en ayant des pages qui chargent très vite, en ayant un parcours qui est sympa pour nos utilisateurs. Donc même avec quelque chose qui paraît un peu stratosphérique, quand on est développeur, les politiques marketing, c'est un peu pas notre domaine, et bien à notre niveau, il y a quand même des contributions qu'on peut faire pour améliorer ça. Et qui potentiellement peuvent avoir un impact. Imaginez-vous, vous êtes en train, je sais pas, vous cherchez une assurance, vous avez plein de sites d'assurance différents ouverts, entre le site qui va mettre 10 secondes de chargement par page, avec un parcours sur 28 étapes, et il va vous falloir une demi-heure pour avoir un devis, et un site qui va vous proposer un premier devis, qui va tout de suite vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre ordre de prix, d'après vous, vers quelle solution vous allez aller. Ça, en tant que développeur, en tant qu'équipe Scrum, on est capable d'amener des idées. On est capable de participer. Et c'est vraiment cette articulation entre des choses de niveau et de quelque part de concepts très différents qui est intéressante. Je te rends la main. Donc en fait, on va faire lister le nombre d'éléments sur lesquels nous, en tant qu'équipe, par exemple de développement, comme le disait Anne, sur lesquels on va pouvoir contribuer. On va le partager et on va finalement se prioriser ces différents éléments en disant oui, effectivement, ces key results-là, ces enjeux-là me semblent
plus importants et plus prioritaires, donc on va pouvoir les adresser dans notre trimestre. Et ensuite, on va travailler sur la définition de l'indice de confiance que l'on va avoir par rapport à ces key results. Pour pouvoir se dire, si l'équipe au global, elle a un indice de confiance de 2 sur 10, ça veut dire qu'on a peut-être mal vu le key result ou on a été trop ambitieux sur son chiffre. Le but, ce n'est pas de mettre l'équipe en inconfort au quotidien. Et enfin, on va partager le travail fait par l'équipe avec le management pour avoir un alignement concret entre la partie stratégique et la partie opérationnelle. Voilà. Alors on va vous illustrer ça avec une petite histoire, alors fictive, mais quand même enracinée dans ce qu'on a pu vivre dans nos précédentes missions. Donc on va prendre une histoire assez simple, tout simplement 2 personnes qui ont une idée assez géniale de créer une start-up autour d'un produit qui s'appelle KeepLink. KeepLink, son objectif, c'est tout simplement de permettre aux écoles, aux crèches, aux établissements, à toutes ces structures qui accueillent nos enfants, de rentrer très facilement en contact avec les parents d'élèves. Par exemple, via une application web utilisée par les établissements qui permet d'envoyer des messages directement sur les téléphones mobiles des personnes. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone. C'est plus simple. Ça permet à l'école de communiquer sur l'ensemble des parents d'élèves une même information extrêmement facilement. Allez, au hasard, il y a une intoxication alimentaire à la cantine, venez récupérer vos chérubins. L'idée, c'est aussi d'être différent de ce qui se fait par ailleurs. Là, l'idée, c'est qu'on ne veut pas être comme WhatsApp, on ne veut pas utiliser des données personnelles. On veut vraiment quelque chose qui permet en même temps une réactivité forte sur les cas d'urgence et un canal unique. Pas imposer WhatsApp aux parents, mais vraiment une solution sécurisée et rassurante. Ça, c'est notre pitch. Ça tombe bien, on a séduit des investisseurs et ils nous fournissent un premier budget. Donc, on commence. On a une super idée, on a un financement, on lance le produit. Alors, à la base, on n'est que 2, on n'a pas d'équipe, c'est la première année. On va voir ce que ça donne. Donc, on a entendu parler des OKR, on se dit que c'est complètement génial, que c'est un super outil, et du coup, après moult réflexions, on est parti sur cet objectif-là, lancer notre produit avec succès. On a un site vitrine, on se dit que si on atteint les 2000 visiteurs sur le site vitrine, on est quand même bien parti sur la route du succès. On vise quand même une satisfaction client, on veut que les parents soient contents, soient satisfaits de l'appli mobile qu'ils vont récupérer et installer sur leur téléphone. On sait que si on est sur un budget qui est fourni par des investisseurs, qu'il faut absolument rester sur une gestion des coûts maîtrisée pour tout simplement pas cramer toutes nos ressources sur la première année. Et on sait aussi qu'on a besoin d'aller prospecter les établissements, parce qu'on a besoin des 2 populations. Il nous faut des parents contents, mais il nous faut aussi des établissements. Les choses se passent, on arrive à la fin de la première année, et voilà ce qu'on constate. Le CA, on a fait 70% du chiffre d'affaires espéré, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une première année start-up. On sait qu'on a le financement, on a renouvelé la confiance des investisseurs, on a le financement pour l'année suivante. On peut se projeter, ça c'est génial. Ce qu'on a vérifié aussi, c'est que ce qu'on appelle le product market fit est trouvé. Il y a une vraie appétence de nos clients. Ils sont contents, le produit plaît. On sent qu'il y a quelque chose. Par contre, on a quand même réussi que ça. Et donc là, on va se demander pourquoi à la fin de notre année et on va se dire, tiens, reprenons nos OKR qu'on avait fixés. On avait écouté les conseils, on ne s'en était pas fixé trop, on avait été assez raisonnable. Et donc, on va faire un bilan. Sur le premier, au final, sur l'année, on a 3600 visites. Plutôt satisfaisant, on est au-dessus de ce qui était pronostiqué. Sur la satisfaction client, on est à 4,2. Au lieu de 5, ça va. Ça va. Sur la maîtrise des coûts, on a dépensé un petit peu plus. On a eu différents bugs, on a dû avoir plus d'embauches au niveau du développeur, on a plus pris 2 jours de TGM. Donc voilà, donc ça nous a coûté un peu plus cher. Et puis en prospection, ça nous a pris vachement de temps, on n'a pas pu atteindre le chiffre qu'on voulait. Du coup, on se rend compte aussi que le nombre de visiteurs qui sont venus sur notre site, il y en a très 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 peu qui viennent nous acheter notre produit en fait. La venue sur le site n'est pas forcément intéressante. Et par contre, sur les établissements des marchés, on est assez proche de ce qu'on s'était dit. Voilà, on a un pourcentage de transformation qui est assez intéressant. Du coup, on se fait un bilan qui est assez mitigé. Et là, on va se poser des questions, on va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière-là tout au long de l'année? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? L'idée, c'est de commencer l'année qui suit sur de meilleures bases. Donc, on va se focaliser sur le fait, lorsqu'on contacte des établissements, eux,
ils arrivent à nous acheter le produit, ils sont intéressés, enfin on a une vraie conversion de nos établissements. Donc ça, c'est un vrai constat positif. Que le nombre de visites, comme je vous le disais, n'engage pas à l'achat de notre produit. Donc on a un souci là-dessus. En fait, on s'était dit, plus on a de visiteurs, mieux ce sera. Quand on a vu les premiers chiffres, on était ravis, enchantés. Mais en fait, ça ne sert à rien. On est sur de la vanity metrics. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de visiteurs sur notre site vitrine ne nous permet pas d'avoir un impact à proprement parler sur notre produit, notre chiffre d'affaires. Ça permet juste de briller en société, mais ça n'augure rien sur l'avenir de notre société. Donc un vanity metrics, c'est pas mal, mais ce n'est pas un key result. Ce n'est pas la même chose. On peut communiquer dessus, mais on ne peut pas s'appuyer dessus pour une stratégie d'entreprise. Et puis ensuite, on s'est aussi focusé sur la notion de satisfaction de nos utilisateurs, donc des familles, des parents, quand ils téléchargent l'application et qu'ils l'utilisent. Mais finalement, ce n'est pas vraiment nos clients. Nos clients, ce sont les établissements qui achètent et qui s'abonnent à notre produit. Donc attention à eux, il faut faire attention à nos vrais clients qui sont nos établissements et de savoir comment eux perçoivent le produit, est-ce qu'ils en sont satisfaits ou non. Donc, le dernier constat qu'on fait, c'est que finalement, on a laissé passer un an, on avait fixé des key results en début d'année, on s'est dit génial, on sait où on veut aller, on les a mis de côté, on a fait tout le boulot, et puis à la fin de l'année, quand on fait le bilan, ça n'a pas marché. Eh bien oui, si on avait pu suivre nos key results, et si on avait suivi nos key results tout au long de l'année, et de manière trimestrielle, comme c'est conseillé par la méthode, on aurait pu se rendre compte peut-être de certains éléments plus tôt et adapter notre tactique. Toujours est-il qu'on a le financement, on peut attaquer cette seconde année, année de la persévérance. L'avantage du financement, c'est que du coup, on peut quand même grossir. Nos investisseurs nous suivent, donc là, tadam, maintenant on a une équipe de réalisation d'interne, on ne sous-traite plus tout, et en plus, on a pu s'offrir les services d'un business développeur, en gros un commercial. Ça, c'est génial. Qui dit du coup nouvelle année, nouvelle organisation, on se dit nouveaux objectifs. Donc on repense nos key results et on se dit que globalement, vu ce qu'on a constaté l'an prochain, vu nos ambitions, on peut en avoir deux qui nous paraissent très sympathiques. Le premier, c'est tout simplement capitaliser sur ce qui s'est passé l'année d'avant. On a déjà des clients, ce qu'on voudrait, c'est les conserver dans le temps. On essaie de prendre un truc un peu ambitieux, mais pas trop, en se disant déjà, si on a 80% de nos clients de l'année N-1 qui continuent avec nous année N, c'est qu'on est bien parti. L'idée aussi, c'est qu'il y a quand même cette notion de satisfaction utilisateur. Si on veut les garder, il faut qu'ils aiment notre application. Et un bon moyen de faire aimer une application, c'est tout simplement de publier régulièrement les fonctionnalités sympas qui sont demandées, des évolutions, améliorer le produit. Donc on se dit, bon, un objectif, deux key results, on est conforme à la méthode, c'est bien, c'est simple, on va pouvoir les suivre. Le second, en fait, c'est que garder son marché actuel, c'est très bien, mais il faut quand même rester dans une dynamique de croissance. Donc le développer. Comment le développer ? Comment vérifier qu'il se développe ? Là, on revient sur notre idée de départ. Déjà, faire parler nous. Donc, si on peut parler nous dans les articles de presse et compagnie, c'est génial. Et on vise aussi une augmentation du CA. Donc, tout ça, son key result valide. Et on se dit, avec ça, on est quand même bien équipé pour se lancer sur cette seconde année. On se dit aussi qu'une des erreurs qu'on a faites, c'est de ne pas suivre ce qui se passe. Donc, toujours pareil, on a continué à lire plein de choses et on se dit qu'on va peut-être mettre en place une fiche de suivi, histoire vraiment de prendre des relevés de mesures réguliers, de les lister, de les suivre. Donc ça, c'est un format qu'on vous propose. N'hésitez pas à vous l'approprier, à le transformer, à l'adapter. Ce sont bien évidemment que des inspirations. Comme on n'a pas trop de temps, je vais accélérer un peu. Tout ce que je vous ai présenté sur le slide précédent, c'est des objectifs stratégiques. De façon extrêmement opérationnelle dans les équipes, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Il faut absolument les décliner et les contextualiser par rapport à ce que chaque équipe peut faire dans son domaine d'activité. Donc si je prends le premier objectif stratégique, qui était le fait d'asseoir sa position, en gros de garder sa clientèle actuelle. Côté équipe de réalisation, on se dit qu'un bon moyen de garder nos utilisateurs, c'est de publier régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Donc on se dit, si déjà on peut mettre une nouveauté en prod par mois, on est plutôt pas mal. Le second, on a quand même des bugs. C'est mal. Donc on va essayer de s'en débarrasser. On est un peu ambitieux, on se dit, bon, déjà les diminuer de 10%, ça pourrait être bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est que vu qu'on veut croître, vu qu'on a de la maintenance, vu qu'on a pas mal de choses à faire, si on pouvait diviser le temps que ça nous prend de mettre en ligne toute la configuration pour un nouvel établissement, nous, c'est une réduction de coût. C'est aussi de la réactivité par rapport à nos nouveaux clients. C'est sympa, c'est sexy, donc ça va bien. Et ainsi de suite. On vous les a mis pour info, on ne va pas forcément vous les présenter, vu que le but n'est pas de vous donner un cours de marketing, mais vraiment de vous présenter la logique qui est derrière. Toujours est-il qu'à ce stade, on a quelque part deux équipes, une équipe de réalisation et une équipe de 1 business développeur, l'équipe de 1.
L'idée, c'est vraiment de décliner ça sur chacune des équipes, sur des éléments qui sont en relation avec leur domaine, leur contexte et ce qu'eux peuvent amener. Donc c'est cette fameuse déclinaison. Ce qu'on dit aussi, c'est que maintenant, on est une équipe de réalisation en interne. En plus, c'est cool, ils travaillent en Scrum. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une cadence. Qui dit Scrum, dit itération. On commence à avoir un espèce de pouls dans notre entreprise. Du coup, si on calait notre cadence d'inspection sur la cadence des sprints, ça aurait du sens. Vu que le but, c'est en fonction de ce qu'on observe sur le marché, de pouvoir prendre des décisions et corriger le tir. Donc, ce sera un peu cohérent, ça peut avoir un intérêt. Donc, on se dit, voilà, on va faire simple. On a des sprints de 2 semaines, on a des objectifs tactiques qu'on définit au trimestre, mais on va quand même prendre des points de repère toutes les 2 semaines, de façon à chaque sprint, pouvoir partager avec l'équipe les dernières données qui se passent concrètement en production, et ainsi de suite. Ça peut jouer typiquement sur des arbitrages, sur là, il faut faire plus de correction de bugs, là, il faut mieux passer telle fonctionnalité en priorité, et ainsi de suite. C'est en gros vraiment mettre en prise l'équipe avec la réalité terrain. Fin d'année 2. C'est génial. Non, quand on demande à nos clients s'ils sont contents, ils nous disent qu'ils sont contents. On voit que maintenant qu'on a mieux ciblé les attentes de nos clients et compagnie, la conversion sur le site vitrine, ça marche mieux. Bon, c'est toujours pas exceptionnel, mais ça augmente. Mais globalement, on a quand même réussi à augmenter notre nombre de clients. Globalement, 70% de nos key results sont atteints. C'est top. En termes de données, donc là, on vous a mis un exemple. On va voir que la reconduite de contrat, des nouveautés livrées. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur chacun des éléments de nos key results. Le taux de conversion et les CA ne font pas partie du key result, mais c'est quand même des choses qu'on continue à suivre. Au final, quand même plutôt des bonnes nouvelles. Ça s'est mieux passé que l'année précédente. Fin d'année. Le suivi régulier a clairement eu un aspect positif. Ça nous a permis d'être plus réactifs, de mieux comprendre ce qui se passe et de nous adapter. Ça nous a aussi permis de savoir, de distinguer ce qui a un impact de ce qui n'en a pas. Le temps, l'énergie, c'est précieux. On a des ressources limitées, on est une start-up. Ça serait bien d'éviter de passer du temps et du budget sur des choses qui servent à rien. Ça peut être des bonnes idées sur le papier. Si ça n'a pas d'impact sur les choses dont on a besoin pour notre survie et notre développement, il faut arrêter de le faire. Au passage, l'équipe a vraiment apprécié d'être impliquée parce qu'on lui a expliqué en quoi elle pouvait être utile, en quoi elle pouvait contribuer. Ce n'est pas des gens à qui on a filé juste des tickets Jira à développer. On s'est appuyé sur leur expertise pour aider en gros toute l'équipe à grandir, toute l'entreprise à grandir. 3e année ? Alors, l'année décisive, parce qu'on va se structurer un petit peu différemment. Et donc, on va monter une équipe produit avec l'équipe de réalisation. Et sur le côté business dev, on va aussi travailler l'aspect marketing. Sur cette année-là, je vais vous présenter pas forcément les OKR que l'on va décliner, mais en fait l'impact des OKR sur la manière de piloter le produit. Puisqu'avec l'arrivée de l'équipe produit, du product owner, on va constater que le produit lui aussi va contribuer au développement de l'entreprise et va permettre finalement d'avoir une action directe sur l'impact attendu sur la stratégie. Donc en fait, avant, les premières années, ce qu'on avait fait, basiquement, on s'était dit, on a le périmètre des fonctionnalités qu'on voudrait mettre à disposition des établissements et des parents. Donc on va poser ça sur une roadmap, on va faire un bon Gantt. Et puis à la fin de l'année, généralement, on se rendait compte qu'on n'avait pas fait ce qu'on voulait, pas dans les délais prévus, mais bon, on s'était dit qu'on avait de la prédictibilité dès le début. À partir de maintenant, on va se dire, comme on fonctionne au trimestre avec nos OKR, on va aussi fonctionner un petit peu plus au trimestre avec nos objectifs key result et notre roadmap. Donc on va se dire, par rapport aux OKR fixés pour le produit, quels vont être finalement les différents épiques et les différents thèmes que l'on va adresser dès le premier trimestre. C'est celui qui est le plus proche de nous. On est fin septembre, on commence à avoir de la visibilité sur notre stratégie 2020. Et puis, plus on va avancer dans les quarters suivants, dans les trimestres suivants, plus on va avoir de l'inconnu et on va attendre. Donc plus précisément, si je retranscris ça sur une vision trimestrielle, on va vraiment décliner à partir de l'OKR des produits du trimestre les différents épiques que l'on va adresser. Et on va communiquer comme ça à l'entreprise, à toutes les autres équipes en disant voilà, là on va focaliser là-dessus puisque pour nous c'est notre manière et notre moyen d'agir sur notre stratégie d'entreprise. Et puis on va voir les résultats. Et en fonction de ces résultats-là, peut-être qu'au prochain trimestre, on va changer le périmètre fonctionnel du produit ou réadapter une fonctionnalité qui n'est pas utilisée ou qui n'apporte pas l'impact prévu. Et donc quand on est en début d'année, clairement, on annonce à tout le monde dès le début,
qu'à la fin de l'année, on ne sait pas du tout ce qu'on fera parce qu'on ne sait pas comment l'année va se passer et quels vont être les différents potentiels pivots dont on va avoir besoin. Un outil que j'aime beaucoup pour monter la roadmap produit, c'est GoProduct Roadmap de Romain Picher. Là, c'est une version que j'ai remis un petit peu en forme. Et c'est ce qui permet finalement, à partir des outils produits que vous connaissez peut-être, qui sont l'impact mapping et le story mapping, de finalement remplir les éléments par rapport à notre connaissance à la fois précise et définie à très court terme et plus macro sur du moyen terme, puisqu'on va attendre d'avoir du résultat de nos hypothèses. Je vous ai fait une petite projection, donc je ne vais pas toute la lire maintenant parce qu'il faut qu'on avance sur le temps, mais je vais vous présenter la plus courte échéance, c'est la prochaine release, c'est celle sur laquelle on a le plus de détails et sur celle sur laquelle on va avoir le plus de métriques que l'on va suivre pour vérifier les impacts. Bien évidemment, ceux-ci sont liés. Donc là, par exemple, c'est de pouvoir échanger entre le directeur et un parent d'élève de manière unique. Jusqu'à présent, on s'adressait complètement à tous les parents de l'établissement. Donc on va créer cette fonctionnalité-là, de pouvoir sélectionner un parent, de pouvoir chatter avec lui, et on va vérifier déjà combien d'écoles vont utiliser cette fonctionnalité à la mise en production, combien de parents vont répondre. Est-ce que en fait, finalement, l'école fait juste une communication qui part dans un sens et les parents ne répondent jamais? À ce moment-là, du coup, il y aura une question à se poser sur la pertinence de la fonctionnalité et les délais que les gens vont mettre à répondre à des communications. Si les délais, c'est plusieurs jours, voir comment est-ce qu'on peut peut-être notifier mieux le parent. Donc en fait, on va réajuster le périmètre de la suite, etc., etc. Et du coup, pour suivre de manière hebdomadaire en tant que product owner, moi, cet avancement, par rapport aux key results que je vais avoir de fixer sur mon trimestre, je vais suivre l'ensemble de celui-ci sur une fiche. Et en fait, toutes les équipes de l'entreprise vont créer la même fiche. L'idée de ce concept, c'est d'avoir un format qui est très simple, lisible par tous, et qui permet finalement d'éviter des mails à rallonge, des dashboards hyper compliqués, où finalement on va passer presque 2 jours à le construire pour la semaine d'après, et que la moitié de nos collègues ne vont pas lire. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple, très lisible, donc avec la notion d'indice de confiance de l'équipe concernée, c'est très important, avec différents niveaux. L'idée, c'est de très rapidement, quand on ouvre le mail de l'équipe d'à côté et qu'on voit son indice de confiance, s'il est en noir, on se dit que rapidement, on a une action à faire pour permettre de pivoter. Sur la partie produit, on a un avancement du fonctionnel. L'exaction globale de la semaine passée, ce n'est pas une question de flicage, c'est une question vraiment de savoir globalement sur quoi la team, sur quoi le produit a agi dans la semaine. Et ensuite, les différents risques et obstacles que je rencontre dans la semaine en cours, les dépendances internes ou externes que je vais avoir et les actions que je dois mener. L'idée, c'est de très rapidement prévenir mon collègue, mais en fait, moi, j'ai besoin que tu avances avec la signature du contrat X parce que le paramétrage va prendre 2 semaines et en fait, on devait commencer déjà hier et on ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas le contrat. Et tout d'un coup, ça permet de débloquer des situations autour d'un format de lecture extrêmement simple. Et enfin, très rapidement, la partie backlog par rapport à tout ça. Aujourd'hui, finalement, quand vous définissez des OKR, vous définissez derrière une hypothèse de la manière dont vous allez impacter. Donc à partir de ces hypothèses, au niveau produit, c'est là où vous allez définir vos épiques, vos fonctionnalités. Vous allez faire tout un travail de discovery sur ce sujet-là. Et puis enfin, une fois que vous avez un peu plus de certitude, vous allez développer ces éléments en user story pour pouvoir les mettre en production. Et donc, vous allez pouvoir rattacher finalement ces user stories. En fait, je suis en train de faire tout ce fonctionnel-là pour quel key result. Et du coup, ça va vous permettre aussi de rattacher tout votre backlog à quelque chose qui a de l'impact et du sens. Et du coup, à vous aider à votre priorisation au quotidien. Ok. Donc, les messages clés. Grosso modo, si vous ne deviez retenir que 2 ou 3 slides de tout ce qu'on vient de vous dire. Un OKR, c'est fait pour vraiment amener c'est orienté impact. On ne cherche pas une vanity metrics, on ne cherche pas à se faire plaisir, on cherche vraiment à repérer ce qui a un impact sur votre produit, sur votre marché, sur votre secteur concurrentiel et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça qu'il faut y penser. Soyez pas gourmand dès le début. Il vaut mieux commencer avec peu d'OKR, mais de qualité et les suivre, plutôt que de s'en fixer plein que vous ne pouvez potentiellement pas suivre. Si vous ne pouvez pas les suivre et s'ils ne sont pas correctement pensés, ils ne servent à rien. Ils vont même vous faire perdre du temps et de l'énergie, voire pire, vous donner une impression de confiance qui n'est pas cohérente avec la réalité. Suivez vos OKR régulièrement.
Vraiment régulièrement, une fois par trimestre ou par semestre, ce n'est pas assez. Surtout, plus vous êtes dans un secteur concurrentiel, plus les choses autour de vous bougent. OKR et agilité, c'est complémentaire. S'il y a des gens dans la salle qui ont l'habitude de travailler en mode agile, on a dû quand même aborder un certain nombre de contextes, de concepts familiers. Le fait d'avoir des éléments mesurables, le fait d'avoir des boucles de feedback courtes, le fait de pivoter, le fait de se ménager des options. Tout ça, ça fait partie de la culture agile. Les OKR respectent ces éléments-là. Si tous les objectifs sont atteints et dépassés, c'est tout simplement que vous n'aviez pas été assez ambitieux. C'est trop simple. De dire faire ça, c'est prendre un étirement. Ça ne vous fera pas progresser. Un bon OKR, à la fin de l'année, si vous avez à peu près atteint 60% de vos key results, c'est que vous avez choisi un bon OKR. Il a été suffisamment challengeant, mais suffisamment réaliste pour être fait par l'équipe. Vraiment visez pas le 100%, et ça c'est important. C'est pas un échec de ne pas faire 100% sur les OKR, c'est plutôt positif de se dire on en a fait 70%. Voilà, on sait là où on doit encore faire du travail, mais vous avez déjà anticipé le travail restant à faire, les enjeux restants à atteindre sur la période suivante. Les erreurs à ne pas commettre. Alors ça, vraiment j'y tiens. Il ne faut pas le faire. Si vous voyez des choses comme ça se passer, il faut que ça s'arrête. C'est vraiment des symptômes que les OKR n'ont pas été compris par les personnes qui l'utilisent. Déjà, c'est votre top management et les managers d'équipe qui décident des OKR et des key results et qui les présentent aux équipes. Bonjour, on a décidé, vous allez devoir faire 10% de bugs en moins, 15% de performance en plus. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on impose, et ça fait écho à plein de séances qui ont lieu ce matin, mais on impose des choses aux équipes et ce n'est pas sain. Ensuite, si vous communiquez qu'une seule fois par année, comme le disait Anne, c'est pas bon. Il faut absolument que les communications se fassent de manière régulière. Normalement, les OKR sont même exposés à la vue de tous au sein de l'entreprise. Et au-delà de ça, normalement, tous les mailings, dans un absolu total du framework, tous les mailings doivent porter le Key Results en titre auquel il répond, puisque l'entreprise est complètement focus sur ce qu'elle est en train de monter en termes de stratégie. Alors, si vos key results n'adressent qu'un seul secteur, par exemple, en tant que commercial, on va se focuser sur l'aspect commercial. On va se dire, il me faut plus de clients, il faut que je passe plus de coups de téléphone, etc. Essayez de leur faire travailler l'ouverture sur d'autres axes. Le prisme complet de leur poste ne définit pas juste leur expertise métier, mais ils ont sûrement possibilité d'agir sur d'autres éléments. Voilà, ils peuvent penser satisfaction client aussi, aller chercher d'autres éléments qui sont peut-être plus infimes, mais qui permettent au final d'impacter. Choisir des OKR inatteignables. Alors ça va avec les managers qui décident des OKR pour tout le monde. Et de se dire, alors là, on va leur mettre qu'on veut 25 fonctionnalités pour la fin de l'année. L'année dernière, ils nous en ont sorti 3, donc là, on va les challenger un peu. Ça ne va pas marcher non plus. Alors, changer de key result en cours de semestre, en cours de trimestre. Ça, c'est important. Vous pouvez vous tromper. L'équipe peut se tromper dans sa co-construction des key results et en définir un qui finalement ne va pas avoir d'impact ou ne va pas marcher. Vous vous en rendez compte en cours de trimestre. C'est le but puisque vous les suivez tout au long. Allez jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est un apprentissage. Le changer fausserait votre façon d'appréhender le sujet. Et enfin, ne pas confondre les OKR et les KPI. Les deux sont importants. Le KPI correspond vraiment au suivi opérationnel de quelque chose qui est déjà fait, là où l'OKR vous permet de retranscrire un but, une vision. Donc voilà, les deux ne sont pas antinomiques, mais c'est important de ne pas les confondre. Pour faire simple, un KPI, il est de bon ton de l'atteindre à 100% ou presque. Un OKR, comme le disait Tiffany, l'atteindre à 100%, c'est qu'il y a un problème. Donc il ne faut vraiment pas mélanger les deux notions. Alors, et enfin, si jamais vous voyez des managers dire « c'est bien, tu as réussi tes OKR, donc on va te donner une prime », tout d'un coup, on casse tout le côté de co-construction et de collaboration que l'on voulait. Ça devient un outil de rémunération individuelle et du coup, on rentre dans quelque chose qui devient de la compétition et plus de la collaboration entre les collègues. Donc, ce n'est vraiment pas un outil de mesure de performance d'un individu dans l'entreprise. Si on avait eu plus de temps, on aurait abordé beaucoup plus de sujets. Donc, on vous donne quand même des éléments si vous souhaitez approfondir. Les Key Failure Indicators, c'est très intéressant pour savoir quelle est notre limite basse, ce en dessous de quoi on ne veut pas passer. Hop. Les EC Metrics, c'est ce qui nous permet de savoir que notre produit, alors là je suis plutôt orientée produit, sur le run ça se passe bien, on n'a pas de problématique, les incidents en production, le taux de réponse, mais on peut aussi l'avoir pour les teams. Si par exemple le RH il va suivre son taux de turnover, c'est important qu'il ait cet élément-là. Ça c'est les éléments de bonne santé qui sont à suivre tout au long de l'année et sur lesquels il faut être aussi transparent avec l'ensemble de l'entreprise. Et enfin il y a d'autres courants qui reprennent des concepts proches qu'on vous a mis ici si vous souhaitez approfondir.
Voilà. Nos lectures. N'ayez pas peur. On vous a mis beaucoup de choses, le sujet est vaste, il y a beaucoup d'éléments, mais on vous a mis ce qui nous semblait être primordial. Donc en gros, on vous a fait une sélection de ce qu'on considère comme vraiment des incontournables, en tout cas quelque chose qui vous permettra de mettre vraiment le pied à l'étrier sur le sujet. Donc on ne va pas vous les lister parce qu'il y en a trop, surtout qu'il y a encore des slides derrière. C'est ça, il n'y a plus qu'une slide, on vous rassure. Ok, suivant. Donc non, je rentre juste un tout petit peu quand même dans le détail, une seconde. Il y a 2 livres qui sont absolument passionnants. La vidéo, on est vraiment orienté sur le why et c'est un sujet assez intéressant d'approfondir. Ensuite, on a sur Philippe Castro, il a monté plein de livres téléchargeables gratuitement sur comment démarrer avec le concept. Il a un site qui est très très riche. John Cutler, il fallait absolument qu'on le nomme, il fait plein de choses sur ce sujet-là aussi. On a mis des liens avec des exemples pour vous permettre de vous projeter quand vous vous posez des questions. Et pour information et pour ceux que ça intéresse, il y a des outils qui sont certes payants, mais qui permettent de suivre au quotidien les OKR. Nous, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est une manière de les suivre sans rentrer dans un outil que l'on achète. Ouais. Suivant. Et pour aller plus loin, alors, tout ça, ça fait partie d'un écosystème. C'est des outils qui sont vraiment au service d'une culture complète. Donc, vous allez trouver des sujets connexes. Typiquement, la conférence sur les Vanity Metrics, dont on vous a parlé tout à l'heure, le piège des Vanity Metrics, de Oussama Ammar, qui a été donnée à School of PO l'an dernier, si je ne m'abuse, est très intéressante. Elle est dispo sur YouTube. Allez la voir. Elle est vraiment très très bien. On a à nouveau des articles de John Cutler. Alors, s'il y a des product owners dans la salle, lisez le blog de John Cutler. Il est vraiment très très bien. C'est vraiment une référence. Sur la partie suivi des OKR, typiquement John Cutler, c'est le grand tableau avec tout plein de couleurs là-bas, proposer une visualisation sur un énorme tableau de bord physique que je trouve très intéressante aussi. Sur la partie roadmap produit, on a le livre blanc d'Octo, qui est pas mal du tout, qui est disponible en téléchargement gratuitement. Product Market Fit, l'Impact Team. Alors voilà, et le dernier sujet, c'est l'Impact Team. C'est comment finalement, à partir de ces OKR que je définis au trimestre et quand mon entreprise est un produit à proprement parler et qui est subdivisé en multiples produits pour pouvoir être géré par une dizaine de PO et des équipes de dev, c'est finalement comment je structure. Aujourd'hui, on parle de squad, de feature team. Avec les OKR, on va parler d'impact team parce que finalement, ma partie du produit, elle impacte sur quel enjeu stratégique de l'entreprise. Et plutôt que de penser en fonctionnel et en périmètre, qui est un travers que l'on a sur beaucoup d'éléments dès le début, c'est de se dire mon produit, ma partie de produit, qu'est-ce que je vais impacter. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet passionnant également à approfondir si vous allez sur les OKR. Voilà, qui nécessiterait au moins une conférence à lui tout seul, donc on ne fait que le mentionner pour c'est ça. Là, c'est une conférence qui a eu lieu, qui est très intéressante, la vidéo à regarder. Ouais. Voilà. Sur le sujet. Voilà, donc merci à tous de nous avoir accordé de votre temps dans cette petite chaleur fort inconfortable. On a un tout petit peu débordé. Ah bon, merci. On a quand même un peu de temps pour des questions. De toute façon, on sera aussi là demain pour l'Open Space. Et Tiffany voulait proposer un sujet autour des OKR justement en discussion plus libre, plus ouverte. C'est comment on le met en pratique, en réalité, ce que je vous propose demain. Oui. Aujourd'hui, quand vous arrivez chez les clients, est-ce que c'est quelque chose qu'ils acceptent facilement de mettre en place Alors déjà, on ne leur dit pas que c'est un OKR. Voilà. En fait, on le fait. On commence à leur montrer les bienfaits de piloter par l'impact et en fonction, mais c'est justement le sujet que vous voulez présenter demain et débattre demain. Et en fonction des différents contextes, on ne va pas être sur le même niveau de granularité de l'OKR. On ne commence pas forcément par le stratégique. Ça va dépendre du public qu'on a en face de nous. Mais en fait, on ne leur dit pas que c'est une méthode dans la propre... Et généralement, quand j'accompagne des PO, le premier pas que je propose aux PO, c'est déjà de commencer par partager avec les équipes de réalisation les objectifs typés marketing et compagnie. Donc là, par exemple, sur mon client actuel, j'ai une DPO avec qui je travaille qui, il y a 2 mois, est allée parler et expliquer du coup ce qu'est un taux de conversion, un taux de rétention et compagnie et l'équipe de réalisation. Et elle a commencé à expliquer, voilà, par exemple, ces travaux-là, je les ai demandés parce que l'hypothèse, c'est que ça améliore ça. Et clairement, les développeurs ont sorti de la présentation avec la patate. En mode, ok, maintenant on comprend pourquoi tu nous as demandé un truc où nous, on pensait que ça servait à rien. Ça permet de donner du sens. Retranscrire la vision produit d'une autre manière. Voilà. Il y avait une autre question là-bas. Oui. J'ai une question, parce que je suis pas sûr de bien avoir compris entre transparence et timing. Est-ce qu'il faut qu'on puisse mesurer l'OKR tout le temps avant la fin ou pas? La fin de la période ou... Dans le sens où l'exemple
donné au début, je ne peux pas le mesurer sauf sur le coup des 25. Je ne peux jamais le mesurer sauf le jour J. Alors sur Il était une fois, sur la première année, on a fait exprès de prendre un OKR qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Pour dire là typiquement, juste se contenter de prendre, d'analyser, enfin de prendre une période de temps annuelle et se dire bon, on gardera en fin d'année ce que ça donne. Clairement, on est sur une boucle de feedback qui est beaucoup trop longue. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est voilà, regardez ce qui se passe qu'en fin d'année. De toute façon, c'est la fin d'année. Vous avez épuisé votre budget annuel, vous ne pouvez plus changer votre fusil d'épaule. Et si vous vous êtes planté, bah, le mur, vous allez le prendre. Le premier, Ouais. le premier exemple que tu donnes, c'est l'exemple de OKR. C'est Oui. un OKR que je peux mesurer que le jour de la livraison. Ah, sur la semaine de la livraison, oui. C'est parce que l'objectif, c'était sur le lancement du produit. Ouais. Mais du coup, il n'est pas visible du tout sur la période. Je voulais savoir s'il faut que ça soit pas visible sur la période ou il faut que ce soit visible sur la période. Alors il faut faire attention, si ce n'est pas visible sur la période, on peut tomber dans un OKR qui devient un périmètre fonctionnel. Il faut mettre en prod telle fonctionnalité. Non. C'est en fait, pourquoi est-ce qu'on veut mettre en prod cette fonctionnalité et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors l'échéance peut arriver en fin de quarter et ça après, c'est quelque chose à voir en fonction de la roadmap et des sprint goals qu'on va fixer avec la team. Mais il faut éviter de tomber dans ce travers-là, sinon tous vos OKR deviennent un périmètre fonctionnel que vous appliquez. Donc effectivement, le but, c'est de pouvoir commencer à avoir de l'impact. L'A/B testing est un très bon outil pour mesurer les impacts en cours de quarter pour vos key results. D'autres questions? Je crois qu'on ne va pas tarder à se Oui, faire... voilà, il faut qu'on rende la salle, je pense. un moment. En tout cas, merci. Merci. On va...